Ce premier chapitre va nous servir à introduire différentes notions qui vont servir tout au long du cours. Nous allons commencer par les ordres de grandeur que l'on rencontre couramment dans le monde de la physique. Nous allons discuter les unités utilisées, nous allons rappeler la notion de dimension et bien sûr voir les équations aux dimensions qui sont des notions tout à fait fondamentales et importantes. En fin de ce chapitre, nous allons aussi rappeler quelques notions mathématiques simples mais qui nous serviront régulièrement dans les différents chapitres qui suivront. Le rôle de la physique, c'est de comprendre le monde qui nous entoure. Donc ça a été depuis longtemps la démarche. On commence d'abord par l'observation des phénomènes. Ensuite, une fois qu'on a cerné un certain nombre de phénomènes, on pourra faire de l'expérimentation. Et l'intérêt de l'expérimentation, c'est de pouvoir étudier l'influence des différentes variables pour arriver finalement à la formalisation de lois expérimentales. Et cette formalisation se fait en utilisant un formalisme mathématique. Donc, les lois de la physique sont donc basées sur une méthode scientifique rigoureuse, qui donc est basée sur une partie expérimentale et aussi une partie théorique. Et l'intérêt d'avoir ces lois, c'est de pouvoir les utiliser pour comprendre les phénomènes observés, mais également pour prédire les effets d'actions définies. Donc la façon de procéder de la physique, c'est une façon de procéder par analogie pour arriver à faire des modèles. Et typiquement, quand on a un phénomène complexe, à partir des données expérimentales qui traduisent ce phénomène complexe, on va essayer d'en saisir l'essentiel. En faisant des simplifications, on pourra réduire le nombre de variables et ainsi, par approximation successive, obtenir de façon plus précise les lois qui gouvernent le phénomène étudié. Pour être un peu plus concret, nous pouvons donner des exemples. Par exemple, si on veut comprendre la résistance mécanique des os, donc un os a une forme un petit peu complexe, mais on pourrait très bien décrire cette forme par des formes géométriques simples. Par exemple, un grand cylindre avec des morceaux un peu plus larges, plus grands au bout. Ces formes géométriques simples peuvent se rapprocher de la forme réelle et peuvent permettre de faire des calculs de mécanique. Autre exemple, le fonctionnement du cœur peut être décrit par un système de double pompe avec des valves. Et le sang qui circule, c'est un liquide qui est décrit avec une certaine viscosité. Et donc, à nouveau, on peut utiliser les lois de la fluidique qui existent pour décrire ce fonctionnement de cœur. Certains organes pourront être décrits comme un circuit électrique. Donc, on trouvera dans ces organes quelque chose qui représente un générateur de courant ou de tension. Il y aura des résistances, etc. Et on pourra décrire donc le fonctionnement de l'organe grâce aux lois qui régissent les courants électriques. Alors donnons quelques ordres de grandeur des objets. Alors pour commencer, les ordres de grandeur en masse. Quelle est la masse des objets? Et vous voyez que ces masses vont de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Alors l'infiniment petit, c'est par exemple la masse d'un électron qui, exprimé en kilogrammes, est de 0,9 10-30 kg. Ou bien encore la masse du proton qui est de 1,66 10-27 kg. Et l'autre extrême, c'est la masse de l'univers que l'on estime à quelque chose de l'ordre de 10 puissance 53 kg. Et puis au milieu, vous avez différents objets, par exemple la molécule d'ADN. Alors c'est une valeur moyenne, puisque bien sûr ça va dépendre du nombre de paires de bases contenues dans cet ADN, mais une valeur moyenne, c'est de l'ordre de 10-15 kg. Une remarque, vous voyez que la masse de l'électron est égale à 0,9 10-30 kg. Pour vous rappeler un peu la manipulation de ces puissances de 10, je vous rappelle que cette masse peut aussi s'écrire 9 10-31 kg. Et on peut aussi remarquer que l'ordre de grandeur de cette masse est environ 10-30 kg. Autre ordre de grandeur concernant les distances.
Alors ce sont des distances qui sont données en mètres, et à nouveau on retrouve cette notion d'infiniment petit vers l'infiniment grand. Pour l'infiniment petit, eh bien on peut citer la taille des noyaux, dont la taille est de l'ordre de 10-15 mètres. Ensuite, on arrivera vers les atomes et les molécules de l'ordre de 10-9 mètres, les cellules de l'ordre de 10-6 mètres, etc., jusqu'à l'infiniment grand, comme par exemple les limites de l'univers, qui sont quelque chose estimé à 10 puissance 27 mètres. Alors vous avez en rouge aussi en face les préfixes utilisés lorsqu'on a ces puissances de 10. Donc 10-15, c'est des femtos. Donc si c'est 10-15 mètres, on aura affaire à des femtomètres. 10-12 pico, 10-9 nano, 10-6 micro, 10-3 milli, et dans l'autre sens, 10 puissance 3 kilo, 10 puissance 6 méga, 10 puissance 9 giga, 10 puissance 12 téra. Nous pouvons aussi citer des ordres de grandeur pour les échelles de temps, exprimées en secondes. L'infiniment petit, eh bien, on a des phénomènes extrêmement rapides comme les vibrations nucléaires qui se font à une échelle de 10-21 secondes. Ensuite, on a des phénomènes comme la capture d'un photon par la rhodopsine, qui est la protéine responsable de la vision dans l'œil. Ce phénomène se fait en 10-12 secondes. Ensuite, on peut citer le repliement des protéines, qui se fait typiquement entre 10-3 et 10-6 secondes. Le battement de cœur, dont le temps caractéristique est 1 seconde. Et puis, vers l'échelle de l'infiniment grand, on va retrouver l'apparition de l'homme sur Terre, ou bien encore l'âge de l'univers de l'ordre de 10 puissance 18 secondes. Donc, passons maintenant à la notion de dimension. Les grandeurs physiques ont leur nature propre. C'est-à-dire qu'une force est différente d'une énergie ou d'une puissance, alors que toutes les forces ont une dimension commune. Donc on va définir des systèmes d'unités, et par exemple, donc si on s'intéresse à un système d'unité mécanique, ce système d'unité mécanique va être constitué de 3 grandeurs fondamentales, qui sont la masse, la longueur et le temps. Et puis, on trouvera des grandeurs dérivées, qui sont par exemple la vitesse, l'accélération, la force, l'énergie ou encore la pression. Si on s'intéresse maintenant à un phénomène électrique, il faut rajouter à ces 3 grandeurs fondamentales l'intensité de courant, et puis on aura des grandeurs dérivées qui en découlent, comme par exemple la différence de potentiel, le champ électrique. Et puis la température est aussi une grandeur fondamentale. Donc les unités de ces grandeurs fondamentales peuvent être choisies de façon arbitraire, mais une fois qu'on a choisi ces unités de grandeur fondamentale, les unités des grandeurs dérivées en découlent. Et nous pouvons introduire la notation de la dimension des grandeurs. Donc pour les longueurs, on va noter grand L entre crochets. Pour les masses, on notera grand M entre crochets. Pour le temps, c'est grand T entre crochets. Et pour l'intensité, grand I entre crochets. Et enfin, la dimension de la température se notera θ majuscule entre crochets, où θ est donc la lettre grecque. Pour les grandeurs dérivées, comme par exemple la vitesse, la dimension de la vitesse, on va la noter grand V entre crochets, et elle est donc égale à grand L entre crochets fois grand T-1 entre crochets. C'est-à-dire que la vitesse résulte d'une longueur que divise un temps. Et nous pouvons donc définir des unités pour ces grandeurs fondamentales, et tout le monde s'est mis d'accord pour définir un système d'unités qu'on appelle le système international, qui est donc défini pour les 7 unités fondamentales, c'est-à-dire pour les longueurs, ce sera le mètre, pour le temps, les secondes, pour la masse, les kilogrammes, pour l'intensité, l'ampère, pour la température, le Kelvin, pour la quantité de matière, la mole, et pour l'intensité lumineuse, le candela. Et vous avez entre parenthèses indiqué
toutes les notations abrégées utilisées pour ces 7 unités fondamentales. À partir de ces unités fondamentales, eh bien, comme nous l'avons indiqué, nous pourrons définir les unités dérivées, donc la vitesse en mètres par seconde, l'accélération en mètres par seconde au carré. Certaines des unités dérivées auront des noms particuliers. D'ailleurs, nous les verrons au fur et à mesure dans le cours, mais nous pouvons en citer quelques-unes. Une force s'exprime en newton qui se note grand N. Un newton est égal à 1 kg mètre seconde moins 2. L'énergie s'exprime en joules qui s'écrit grand J. Un joule vaut 1 kg mètre au carré seconde moins 2. Une pression qui s'exprime en pascal, noté PA. 1 pascal est égal à 1 kg mètre moins 1 seconde moins 2, et puis une fréquence qui s'exprime en Hertz, et 1 Hertz vaut 1 seconde moins 1. Nous pouvons quand même citer aussi quelques unités spéciales, en particulier l'angstrom, qui est noté grand A avec un rond au-dessus, qui est une unité qui n'est pas du tout dans le système international, et un angstrom vaut 10-10 mètres, mais c'est une unité très utilisée car un angstrom correspond à l'ordre de grandeur d'une distance interatomique. Alors on peut aussi citer au passage que autrefois on utilisait beaucoup le système appelé CGS, dans lequel les longueurs étaient exprimées en centimètres, les masses en grammes et le temps en secondes. Donc quelquefois dans des vieux ouvrages, vous allez encore trouver ce système CGS. Maintenant que nous avons défini les dimensions, nous pouvons discuter les équations aux dimensions. Alors les équations aux dimensions vont nous permettre d'exprimer de façon symbolique des relations entre les différentes grandeurs en fonction des grandeurs fondamentales. Alors donnons tout de suite un exemple. Par exemple, la relation fondamentale de la dynamique que nous allons écrire dans le cas d'une particule soumise à son poids et à une force de viscosité proportionnelle à sa vitesse. Nous allons écrire la résultante des forces et pour simplifier, nous allons considérer que la particule se déplace sur un axe vertical, donc le poids est orienté suivant cet axe mais dirigé vers le bas, alors que la force de frottement, elle s'oppose au mouvement, donc elle sera dirigée à la verticale mais vers le haut. Et donc la résultante des forces, on peut la projeter sur cet axe vertical et ça s'écrira somme de F est égale à mg, donc le poids, moins la force de frottement, donc qui est orientée dans l'autre sens, et qui s'exprime Fv, où F est une constante, et la relation fondamentale de la dynamique nous dit que c'est égal à m gamma. Nous pouvons écrire l'équation aux dimensions associées, et nous écrirons que la dimension d'une force, donc qui est notée grand F entre crochets, est égale à la dimension d'une masse, grand M entre crochets, que multiplie la dimension d'une longueur, grand L entre crochets, et que multiplie T-2 entre crochets. Donc on a écrit ici le fait que la somme des forces est égale à une masse fois une accélération. Cette équation, qu'on appelle une équation aux dimensions, va nous permettre de déterminer la dimension de la constante f. Alors on peut remarquer pour ça que tous les termes sommés dans l'égalité ont la même dimension. Donc m gamma, mg et fv ont la même dimension, c'est-à-dire celle d'une force, c'est-à-dire celle d'une masse que multiplie une accélération. La dimension de fv est donc celle de mg. C'est-à-dire, si on exprime ça en fonction des équations aux dimensions, on va écrire grand M, grand L, T-2, ça c'est la partie qui correspond à mg, que divise grand L, T-1,
ce sont les dimensions de v, de la vitesse, et donc ça, c'est égal à grand M t-1, puisque les longueurs se simplifient et les temps se simplifient partiellement. Et donc vous voyez que la dimension de la constante f, c'est tout simplement grand M t-1, une masse que divise un temps. Donc ces équations aux dimensions sont très utiles, d'une part pour retrouver la dimension d'une grandeur, mais surtout, et ça sera probablement l'utilisation la plus importante que vous aurez à faire, c'est pour vérifier l'homogénéité des formules. Et ça, c'est extrêmement utile parce que quelquefois, on peut avoir un doute dans une formule. Eh bien, chaque fois que vous écrivez une formulation, il faut qu'elle soit homogène. Et donc, vous pouvez vérifier que les dimensions que vous écrivez d'un côté sont bien égales aux dimensions que vous écrivez de l'autre côté. Une autre question qui revient très souvent est celle des applications numériques. Et la question est, est-ce qu'on peut se contenter de calculer un ordre de grandeur ou bien faut-il faire un calcul précis? Eh bien en fait, le mode de calcul qu'il faudra employer dépend de la précision nécessaire pour répondre à la question posée. Donc c'est beaucoup plus simple d'illustrer ça par un exemple, ou plutôt par deux exemples. Et dans le premier exemple, nous allons comparer deux forces. Nous allons comparer deux forces qui s'exercent sur un proton, d'une part la force de pesanteur et d'autre part la force électrique, sachant que ce proton va traverser une membrane cellulaire. Alors on sait que la membrane cellulaire, enfin de part et d'autre de la membrane cellulaire, il y a une certaine différence de potentiel de 80 millivolts et on va supposer que l'épaisseur de la membrane c'est 4,8 nanomètres. Donc nous anticipons un petit peu sur la suite du cours, mais ce sont des notions relativement simples. Vous savez que la force de pesanteur c'est mg, la masse du proton c'est 1,66 10-27 kg et g, l'accélération de pesanteur, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Donc mg c'est aussi égal à 16,285 10-27 ou encore 1,6285 10-26 newtons. En parallèle, on peut exprimer la force électrique, donc on anticipe sur ce qu'on verra dans les chapitres suivants. Cette force électrique, c'est égal à QE, Q est la charge et E le champ électrique, ou encore QV sur D. Donc nous connaissons V et D, donc nous pouvons calculer F électrique, qui est égal à 1,6 10-19, c'est la charge du proton, fois 80 10-3, donc pour 80 millivolts, et que divise 4,8 10-9 pour 4,8 nanomètres. Alors un premier réflexe, c'est de mettre toutes les puissances de 10 à droite et de considérer ce qui est devant les puissances de 10 à gauche. Donc on va écrire que c'est égal à 1,6 fois 8 que divise 4,8 et les puissances de 10 qui nous restent sont 10-19, 10-2, puisque le 80 10-3 c'est aussi 8 10-2, fois 10 puissance 9. Et donc ça c'est égal à 2,667 10-12 newtons. Et si vous comparez les deux, vous voyez que la force de pesanteur, elle est bien plus petite que la force électrique. Et finalement, on peut se poser la question, est-ce que c'était bien nécessaire d'avoir 4 chiffres après la virgule dans le calcul de la force de pesanteur? Donc on a une autre façon de conduire le calcul qui est plus adaptée pour répondre à la question posée. La question posée, c'était comment se comparent ces deux forces. Et cette autre façon de conduire le calcul, c'est un calcul d'un ordre de grandeur. Donc reprenons le calcul de la force de pesanteur, mg. Eh bien mg, on pourra faire l'approximation que la masse du proton c'est 1,6 10-27 kg et que l'accélération de pesanteur c'est 10 mètres par seconde au carré. Et donc
mg, c'est à peu près égal à 1,6 10-26 newtons. De même, pour la force électrique, QE ou QV sur D, on va faire l'approximation suivante. On va dire que la charge du proton, c'est 1,5 10-19. On va dire que le potentiel de membrane, c'est 100 millivolts, donc 10 fois 10-2. Et on va dire que l'épaisseur de la membrane, c'est 5 nanomètres. Et donc, vous voyez que le calcul s'écrit tout simplement 1,5 fois 10 que divise 5, avec les puissances de 10 qui vont derrière. Alors, 1,5 fois 10 sur 5, c'est 15 sur 5, c'est-à-dire 3. Et donc, on trouve que la force électrique, elle est de l'ordre de 3, 10-12 newtons. Et vous voyez que dans ces cas-là, en fait, ce qui compte essentiellement, c'est la comparaison entre le 10-12 et le 10-26. On voit que le 10-26 est extrêmement plus petit que le 10-12. Et donc, les chiffres qui sont devant n'ont aucune importance pour répondre à la question. Donc, ce calcul simplifié est tout à fait justifié. Et très souvent, on aura à faire ce genre de calcul simplifié pour avoir un ordre de grandeur. Alors maintenant, un autre exemple, toujours une comparaison de force. Donc nous allons prendre une particule de masse m et de charge grand Q, charge positive, et cette particule sera placée dans un champ électrique vertical orienté vers le haut. Et on donne donc la masse de la particule, 1,5 g, donc c'est un petit objet déjà, la charge 7,42 10-9 coulombs, et le champ électrique de 2 10 puissance 6 volts par mètre. Et la question posée est dans quel sens va se déplacer la particule. Donc si vous faites un petit schéma, donc le carré rouge représente la particule, le poids donc s'applique, c'est une force qui s'applique selon la verticale et qui est dirigée vers le bas, et le champ électrique qui est vertical orienté vers le haut provoque une force qui elle est aussi verticale dirigée vers le haut puisque la charge est positive. Donc commençons d'abord par faire un calcul approché. Alors dans le calcul approché, donc la norme du poids. Alors au passage, vous voyez la notation pour une norme, c'est la norme d'un vecteur, donc c'est un vecteur entouré de ces deux doubles barres, mais très souvent pour simplifier, on se contentera d'écrire grand P comme étant la norme, donc c'est aussi égal à mg, et c'est égal à 1,5 10-3 fois 10, donc on fait l'approximation que g c'est à peu près égal à 10, c'est-à-dire 1,5 10-2 newtons. Pour la force exercée par le champ électrostatique, QE, eh bien, nous allons dire que la charge, c'est à peu près 7,4 10-9 coulombs, et donc le champ électrique, c'est 2 10 puissance 6, c'est-à-dire 1,48 10-2 newtons. Et vous voyez que cette fois-ci, 1,5 10-2, c'est très proche de 1,48 10-2. Et donc finalement, pour savoir dans quel sens va se déplacer la particule, vous voyez que ça va dépendre. Si le poids est plus grand, la particule tombe. Si la force électrostatique est plus grande, la particule part vers le haut. Mais dans ce cas-ci, on est un petit peu embêté pour répondre avec un simple calcul approché. Donc il faut faire un calcul plus précis pour savoir dans quel sens la particule se déplace. Donc reprenons ce calcul plus précis. Donc le poids c'est mg. Cette fois-ci nous allons utiliser 9,81 pour l'accélération de pesanteur et vous trouvez que le poids c'est 1,47 10-2 newtons. Pour la force électrostatique, eh bien, nous allons prendre les chiffres exacts qui sont donnés, c'est-à-dire 7,42 10-9 pour la charge. Et vous voyez que la force électrostatique, c'est 1,484 10-2 newtons. Et vous voyez que cette force électrostatique est plus grande que le poids. Donc, la particule va aller vers le haut.
Et donc en faisant le calcul approché comme il avait été fait au-dessus, vous voyez que la précision n'était pas suffisante pour répondre correctement à la question. Alors une petite remarque, c'est que même avec ce calcul ici qu'on a appelé précis, il y a toujours une incertitude parce que les valeurs numériques des paramètres utilisés ont une incertitude. Par exemple, quand on dit que l'accélération de pesanteur c'est 9,81, on a déjà une erreur, on a une imprécision sur le dernier chiffre après la virgule. Mais le message ici à garder, et qui est important, c'est que il faut bien savoir quelle est la précision nécessaire pour répondre à une question. Et donc si c'est des ordres de grandeur pour comparer des choses qui vont être très différentes, l'ordre de grandeur suffit. Si on compare des choses qui sont voisines, il faudra faire un calcul plus précis. Alors dans l'ensemble de ce cours aussi, nous aurons eu besoin de quelques fonctions mathématiques que vous connaissez déjà, mais pour lesquelles on va faire quelques petits rappels pour vous remettre ça en mémoire. Donc pour commencer, les fonctions sinus et cosinus. Alors les fonctions sinus et cosinus sont très utiles lorsque nous décrirons les phénomènes vibratoires, en particulier les ondes, puisque très souvent ces phénomènes vibratoires seront décrits par ces fonctions. Donc vous avez représenté ici en bleu la fonction cosinus. Donc vous la connaissez bien. Cette fonction vaut 1 lorsque x vaut 0. Elle vaut 0 lorsque x vaut pi sur 2. Elle vaut moins 1 lorsque x vaut pi. Et elle vaut 0 lorsque x vaut 3 pi sur 2. Et on reprend à 1 lorsque x vaut 2 pi. Et donc c'est une fonction qui est périodique. Et puis en dessous, vous avez la fonction sinus. Et en fait, la fonction sinus, vous voyez que c'est la même que la fonction cosinus, mais qu'elle est décalée, et qu'en particulier, quand x est nul, la fonction sinus est nulle. Donc on peut relier les fonctions sinus et cosinus par un changement d'origine, et on peut voir que cosinus x, c'est égal à sinus de x plus pi sur 2. Donc lorsqu'on aura à décrire un phénomène vibratoire, on pourra utiliser l'une ou l'autre de ces fonctions et quelquefois donc on choisira celle qui nous intéresse le plus par rapport à l'origine qu'on aura définie. Quelques formules de trigonométrie sur ces fonctions sinus et cosinus, donc vous les avez énumérées ici, donc par exemple, cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. Sinus pi moins x, c'est égal à sinus x, etc. Et un petit moyen simple pour se souvenir de certaines de ces formules, c'est le cercle trigonométrique. C'est un cercle de rayon 1. Et en abscisse, on représente le cosinus et en ordonnée le sinus. Et donc si vous voyez par exemple cet angle alpha qui est représenté en vert, donc la droite noire coupe le cercle trigonométrique en un point. Et si on regarde l'abscisse de ce point, ça nous donne le cosinus de alpha. Et si on regarde l'ordonnée de ce point, c'est le sinus alpha. Et vous voyez très facilement ici. Donc si vous voyez ici l'angle qui est représenté en bleu ici, qui représente pi moins alpha, eh bien vous retrouvez que le cosinus de pi moins alpha, donc la projection sur l'axe des x, c'est bien égal à moins le cosinus de alpha, donc la première formule trigonométrique qui est écrite ici. Alors, autres formules qui peuvent être intéressantes, ce sont les sommes de sinus, ou les différences de sinus, ou encore les sommes de cosinus qu'on utilisera plusieurs fois. Donc cosinus A plus cosinus B, c'est 2 fois cosinus A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2. Ou encore les différences de cosinus. Et pour finir, une dernière formule qui nous sera utile, c'est le cosinus de A sur 2 au carré, qui est égal à 1 plus cosinus A, le tout divisé par 2. Alors, autre fonction importante, ce sont les fonctions logarithmes et exponentielles. Alors, les fonctions exponentielles sont très souvent utilisées pour décrire des évolutions dans le temps.
Par exemple, une réaction chimique du premier ordre ou bien la décroissance radioactive, qui sont des cas où la variation dans le temps du nombre n de molécules d'une espèce, ou le nombre n d'une espèce, est proportionnel à n. Alors mathématiquement, ça s'écrit de la façon suivante. C'est donc dn sur dt, donc la variation de n pendant un instant dt, qui est égale à moins an, donc qui est proportionnel à n, et a est une constante. Et il y a un signe moins puisqu'on parle d'une décroissance. Si on intègre cette équation, on peut montrer que grand N, c'est égal à grand N0 exponentielle de moins AT, où grand N0 est le nombre de molécules à l'instant t égale à 0. Et si on représente cette fonction mathématique, donc ici vous avez grand N en fonction du temps, donc c'est une exponentielle décroissante. Et vous voyez quelques propriétés de cette exponentielle décroissante. Eh bien, vous voyez qu'au bout d'un certain temps grand T, qui est défini par logarithme de 2 que divise A, le nombre de particules est divisé par 2. Donc au bout de grand T, on trouve N0 sur 2. Maintenant, si on attend encore grand T, c'est-à-dire que si on arrive à 2 fois grand T, on a encore une division par 2, donc on se retrouve avec N0 sur 4. Au bout de 3t, on se retrouve avec n0 sur 8, etc. Donc chaque fois qu'on rajoute un temps grand T, on va rediviser par 2. Les fonctions logarithmiques et exponentielles sont reliées. Et si on a une grandeur y qui est égale à exponentielle x, alors x est égal au logarithme de y. Et il s'agit du logarithme népérien ou encore du logarithme naturel que l'on note grand L petit n. Alors il existe différents types de logarithmes, donc le logarithme naturel qu'on vient de définir, mais aussi le logarithme décimal, et les deux sont reliés. Donc le logarithme décimal se note log de x, et c'est égal à logarithme népérien de x que divise logarithme de 10, c'est-à-dire c'est à peu près égal à logarithme népérien de x que divise 2,3. Et vous avez ici représenté ce logarithme décimal. Alors quelquefois on le note log indice 10 de x pour montrer que c'est le log décimal de x. Donc c'est une fonction qui est définie pour les x positifs et qui est représentée ici. Nous allons introduire également un rappel sur la notion de proportionnalité. En effet, donc la définition, y égale à ax, où a est une constante, y et x sont des variables, et on dit alors que y est proportionnel à x. Par exemple, on peut considérer la loi de la pesanteur, et à la surface de la Terre, tous les corps sont soumis à la loi de la pesanteur que vous connaissez bien, qui s'écrit P est égal à mg. Le poids est égal à la masse fois l'accélération de pesanteur. Or, cette accélération de pesanteur peut être considérée comme constante à la surface de la Terre. Donc, nous pouvons dire que le poids est proportionnel à la masse. Quel est l'intérêt de ce concept ? C'est simple, la conséquence d'un tel concept, c'est lorsque une masse est double, un corps avec une masse double aura un poids double. Un contre-exemple, si vous prenez un circuit électrique comprenant juste une résistance de valeur constante, donc c'est quelque chose qu'on reverra dans le chapitre sur l'électricité, mais que vous avez déjà vu au lycée, la puissance dissipée dans ce circuit s'écrit P est égal à R I au carré, où P est la puissance, R la résistance et I l'intensité qui circule dans le circuit. Eh bien P n'est pas proportionnel à I, mais P est proportionnel à I au carré. C'est-à-dire que si on multiplie l'intensité par 2, alors la puissance n'est pas multipliée par 2, mais elle est multipliée par 4. Cette notion peut être étendue, par exemple si y est égal à a sur x, toujours en considérant a comme constant, alors on dit que y est inversement proportionnel à x. Alors une autre notion importante qu'on utilise souvent en physique, une notion mathématique, c'est la notion de vecteur.
Et donc certaines grandeurs en physique vont être représentées par un vecteur. Exemple, une force. Une force, elle est définie par 3 paramètres, la direction, le sens et l'intensité de cette force. Donc si on prend le cas d'une force de pesanteur, la direction, c'est la droite qui est définie par le centre de gravité de l'objet et le centre de la Terre. Nous on appelle ça la verticale. Le sens fait que l'objet est attiré vers le sol. Et l'intensité, on sait qu'elle va dépendre de la masse de l'objet. Et donc pour représenter ces 3 grandeurs, le vecteur est la grandeur mathématique utilisée. Donc vous avez représenté ici ce vecteur f. Donc la direction, c'est cette droite verticale. Le sens, c'est la droite verticale orientée vers le bas. Et la norme, donc l'intensité, plus exactement, c'est la norme du vecteur. Donc on a déjà vu que rigoureusement cette norme, elle se note avec 2 barres de chaque côté. Et ça vaut, dans le cas de la force de pesanteur, mg. Donc il y a plusieurs autres exemples de vecteurs utilisés. Bon, la vitesse va être décrite par un vecteur, l'accélération est décrite par un vecteur, le champ électrique est décrit par un vecteur, etc. Donc ces vecteurs, eh bien, ils vont être soumis à un certain nombre d'opérations mathématiques. Par exemple, on va avoir des produits entre vecteurs qui sont des produits scalaires. Donc comme son nom l'indique, le point de départ ce sont 2 vecteurs, mais la résultante c'est un scalaire. Et si on a par exemple 2 vecteurs, U1 qui est défini par x1i, y1j et z1k, et U2 défini par x2i, y2j, z2k, eh bien le produit scalaire entre U1 et U2, qui est donc noté U1.U2, il est égal à x1 fois x2 plus y1 fois y2 plus z1 fois z2, donc un scalaire. Alors une propriété qui sort tout de suite de cette définition, c'est que si on considère 2 vecteurs perpendiculaires, le produit scalaire sera nul. Il y a une autre façon d'exprimer le produit scalaire, en considérant donc les vecteurs qui sont représentés sur la figure. Les 2 vecteurs sont séparés font entre eux un angle alpha, et le produit scalaire entre les vecteurs U1 et U2 est aussi égal à U1 U2 cosinus alpha. On retrouve comme ça assez facilement que le produit scalaire entre 2 vecteurs perpendiculaires est nul, puisque le cosinus de l'angle π sur 2 vaut 0. Un exemple de produit scalaire, c'est le travail d'une force appliquée à un objet qui se déplace d'un point A vers un point B. Vous avez tous vu que ce travail, il est égal au produit scalaire de la force par le déplacement AB. Autrement dit, ça veut dire que la valeur du travail dépend bien sûr de l'intensité de la force, du déplacement à effectuer, mais aussi de l'angle entre la force et le déplacement. Toutes ces informations sont donc incluses dans le produit scalaire. Autre opération possible, c'est le produit vectoriel. Et cette fois-ci, le produit entre 2 vecteurs donne, la résultante est aussi un vecteur. Alors quelques propriétés tout de suite. Si on part de 2 vecteurs parallèles, le produit vectoriel est nul. Et si on part de 2 vecteurs qui ne sont pas parallèles, le vecteur résultant est perpendiculaire aux 2 vecteurs à la fois. Alors on pourrait donner la définition complète, mais on va se contenter de définir le produit vectoriel entre 2 vecteurs d'une base orthonormée, donc IJK, I vectoriel J, donc ce produit vectoriel est noté avec une croix, I vectoriel J est égal au vecteur K, J vectoriel K est égal à I, et K vectoriel I est égal à J. Donc en principe, avec ces relations de base, on sait exprimer n'importe quel produit vectoriel. Nous pouvons donner un exemple de produit vectoriel, celui de l'expression de la force magnétique qui s'applique à une particule chargée, donc de charge Q. Cette particule est en mouvement avec une vitesse v,
et elle est placée dans un champ magnétique B. À ce moment-là, s'exerce une force sur cette particule qui s'écrit vecteur F est égal à Q V vectoriel B. Et à nouveau, on a l'expression d'une force qui tient compte à la fois de l'intensité de la vitesse, de l'intensité du champ magnétique, mais aussi de la direction et du sens de ces vecteurs, et la résultante est un vecteur. Alors, juste pour aider aussi à la lecture du cours, quelques lettres grecques qu'on utilise couramment, donc qui sont listées ici, avec leur principale utilisation. Alors, ce ne sont pas des utilisations exclusives, mais typiquement alpha, la lettre alpha, elle est utilisée pour les particules alpha, mais très souvent on a l'habitude d'appeler les angles alpha. Bêta, c'est utilisé dans la désintégration, donc c'est un type de rayonnement. Gamma, pareil, c'est utilisé pour un rayonnement, mais ça peut aussi être utilisé pour une accélération, etc. Donc vous avez un certain nombre de lettres, epsilon, lambda, mu, nu, eta, phi, pi, θ, tau, rho, oméga. Alors pour finir, je vous propose 3 exercices qui sont en lien avec ce chapitre.